Retrouvez l'intégralité du Journal des luttes en vous abonnant à sa newsletter gratuite. François Picmal, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je le disais, on va revenir dans quelques minutes avec vous et vous allez nous livrer votre témoignage. Vous avez été détenu illégalement par Israël pendant quelques jours. Il y a 2 séquences de violence qui vous ont particulièrement marqué. On va en revenir dans quelques instants avec vous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je sais à quel point ça a été éprouvant ce dernier mois pour vous. Merci en tout cas. Merci. Vous êtes rentré hier. Orly, nos équipes étaient d'ailleurs avec vous pour vous accueillir. C'était d'ailleurs une arrivée assez émouvante. On va revenir un peu en arrière. Vous êtes parti il y a un mois de France. Vous êtes parti en Italie pour naviguer dans les eaux, pour arriver jusqu'à Gaza, pour tenter de briser le blocus humanitaire imposé par Israël. Et vous avez été arrêté le 2 octobre. On va revenir sur cette date. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Oui, alors, tout d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que là, je vais vous raconter ce qui nous est arrivé, mais qui n'est qu'un soupçon, qu'un aperçu de ce que vivent les Palestiniennes et les Palestiniens en détention. Et je rappelle qu'il y en a énormément qui passent des années de prison dans les geôles israéliennes. On estime qu'il y en a jusqu'à un tiers qui sont arrêtés pour des détentions administratives, c'est-à-dire sans même avoir accès, ni leur avocat, aux dossiers pour lesquels on les inculpe. Et ces détentions peuvent être très longues. Ce n'est pas quelques jours comme nous, c'est des années. Ça a été le cas notamment de Salah Hamouri qui en a témoigné. Donc je tiens à recontextualiser aussi les choses là-dessus avant de débuter mon témoignage pour que les choses soient claires. Nous, on a eu un aperçu clairement. On a vécu la même situation qui est en cours à l'heure actuelle avec les équipages des Madeleines, c'est-à-dire une interpellation dans les eaux internationales, ça a été dit par l'avocat, dans un contexte de violation du droit international, avec en gros des frégates militaires qui arrivent, qui vous éclairent, des canons à eau, des Zodiacs avec des commandos. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les Madeleines ce matin, mais nous, bon, c'était de manière peut-être plus importante en termes de dispositifs, puisque nous étions une cinquantaine de bateaux. Voilà, là, la flottille comporte 8 bateaux. Voilà, donc on espère en tout cas qu'ils vont être bien traités. On verra que bien traités avec l'armée israélienne, c'est compliqué, mais qu'en tout cas, ils seront amenés à Ashdod et qu'ils pourront bénéficier d'un certain nombre de leurs droits correctement et surtout qu'ils nous reviendront rapidement. J'ai mes collègues Alma Dufour, Farida Amrani, il y a l'eurodéputé écologiste Mélissa Camara, il y a aussi l'infirmière toulousaine Camille Serrano qui est sur la flottille. Toulouse, c'est votre région. Voilà, donc je le dis. Et il y a un rassemblement d'ores et déjà à République ce soir à Paris à 18h30, auquel j'appelle tous les franciliens à venir. Et je pense qu'il y en a partout en France, évidemment. Il faut demander la libération et que la France, ça a été dit, arrête d'être en dessous de tout. Parce que pour le moment, elle est au 36e sous terre. Donc voilà où on en est de la situation. Et en fait, quand vous êtes arrêté, tout simplement, il y a un commando qui monte. On est préparé à ça, c'est-à-dire que les organisations nous préparent à l'arrestation, aux étapes qui vont arriver, à comment ça va se passer en prison. On nous prépare au maximum, donc mentalement, collectivement, nous sommes préparés. Ce n'est pas quelque chose qui arrive et ce n'est pas anodin la manière dont on se place dans le bateau. On sait qu'il faut lever les mains en l'air, qu'il faut préparer nos passeports. Après, on a une fouille sur le bateau même. On vérifie nos identités, on confisque nos passeports généralement. Selon le bateau, vous allez être mis sur le pont du bateau, vous allez être mis à l'intérieur, voire les deux, ça peut arriver. Vous êtes contrôlé donc par ces commandos. Moi, je peux vous parler de mon expérience. C'était des jeunes soldats qui n'avaient pas plus de 23 ans, puisqu'on a réussi à entamer une communication avec eux. Donc, je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment des très jeunes. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut là, armés comme ça? Il y a plein d'interrogations qui vous viennent quand même sur ce contexte-là. Ça veut dire quoi, que vous pensez qu'ils ont été un peu lobotomisés, manipulés, ils sont trop jeunes? Non, mais de toute façon, clairement, la guerre, moi, ça m'a évoqué cette idée. La guerre, c'est décidé par des hommes vieux qui envoient la jeunesse la faire à leur place. Et de manière générale, c'est ça. Et après, évidemment, ce sont des soldats d'un État qui est
aujourd'hui totalitaire, qui se croit en toute impunité, qui est d'extrême droite et où la propagande joue son rôle à plein. Et donc vous avez des éléments de propagande qui vous sont relayés, mais vous avez aussi des failles, c'est-à-dire une sorte de « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Parce que souvent ce qu'on a pu leur dire, c'est vous allez voir des gens qui sont en fait des proxys du Hamas. Limite, on allait avoir des armes dans le bateau. Ils voient bien qu'il n'y a pas d'armes. Nous, il y avait du lait pour nourrissons et des filtres à eau. C'est pas avec ça qu'on va faire... Vous allez faire des guerres. Voilà, des dégâts armés. Donc, ils se retrouvent dans un décalage entre ce qu'ils voient. Ils voient aussi des personnes âgées, parce que sur les bateaux, il y a des jeunes, mais il y a aussi des gens qui ont plus de 70 ans, qui pourraient être leur grand-père. Donc, tout ça mêle des interrogations. Et par contre, bon, pour ce qui nous est arrivé, une fois qu'on est amarré au port d'Ashdod, là, l'ambiance prend une tonalité, j'ai envie de dire, d'intimidation et de violence supplémentaire. Je reviens à votre témoignage, vous me parlez de tournure, en fait. Ça avait pris une tournure dramatique une fois que vous êtes arrivé sur le port d'Ashdod, c'est bien ça? En fait, le port, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre bateau est intercepté, donc dans les eaux internationales, vous avez, nous, alors dans mon cas, on était à 40 miles de Gaza, c'est-à-dire c'est à peu près, je crois, 64 km pour donner un ordre. Vous étiez vraiment proche du but. On n'était pas loin. Il y a même un bateau qui a été intercepté alors qu'il avait Gaza à l'horizon. Donc on prend commande de votre navire et ils vont le diriger vers le port d'Ashdod où doivent être réceptionnés toutes celles et ceux qu'ils ont fait prisonniers à ce moment-là. Donc vous avez plusieurs heures de navigation et vous arrivez au port et c'est là où on a retrouvé un certain nombre d'équipages de la flottille de la Global Sumud. On a été ensuite transféré sur un bateau principal qui était le Sirius, qui était un de ceux qui avait le plus de place. Et en début de soirée, on a été ensuite amené à descendre sur le port, c'est-à-dire à passer du bateau au port réellement. Et à partir de là, la manière dont ils réceptionnaient les gens un par un était une manière violente. C'est-à-dire vous aviez deux agents qui vous recevaient en vous bousculant physiquement, en vous sermonnant en anglais. Et quand vous aviez le malheur, par exemple, je vous donne mon cas personnel, de leur dire « slowly, slowly », doucement, vous aviez le droit à une clé de bras et une projection au sol. Ça a été mon premier contact avec la terre israélienne. Une clé de bras, une projection au sol, pour avoir demandé à ce qu'ils y aillent plus doucement, avec des gens qui parfois sont fragiles ou autres, ou même pas de toute façon, ce n'est pas des manières de faire et on peut Ils ne faisaient pas la différence entre une personne jeune et un peu plus âgée? Aucune. Et le statut, rien. Homme, femme, rien. Non, il n'y avait aucune différence. Ensuite, nous avons été amenés, il y a eu des images de cela, sur un grand terrain de bitume face à des hangars où on nous a fait asseoir en nous demandant de regarder nos pieds. Donc on était 150, il y a eu des rotations. Durant cette séquence, derrière ceux qui étaient assis devant les hangars, un drapeau israélien avait été étendu et ils obligeaient certaines personnes qu'ils choisissaient, je ne sais pas trop comment, à se mettre à genoux devant le drapeau israélien. C'est Greta Thunberg notamment a été l'objet de cela. D'autres personnes y sont passées. Vous restez là pour ma part, j'y suis resté pendant 1h15, d'autres plus longtemps. 1h15, vous êtes assis sur le bitume, vous devez regarder vos pieds au sol. Et ils ont commencé à enlever tous les effets personnels des gens. C'est-à-dire vos colliers, vos bracelets étaient arrachés. Et quand ils ne parvenaient pas à les arracher à la main, ils sortaient leur couteau pour arracher les bracelets ou vos colliers ou des affaires ou tout objet qu'ils pouvaient assimiler à de la solidarité avec le peuple palestinien. Évidemment, les kéfiers, je ne vous en parle même pas, tout ça est jeté. C'est jeté devant tout le monde. Une guitare peut être balancée. Pour notre part, avec ma collègue Marie Mesmer, avec laquelle je me suis retrouvé à ce moment-là, nos écharpes parlementaires ont été arrachées, puis jetées devant tout le monde, non pas par un simple soldat, mais par le chef de peloton qui était là, en nous disant clairement qu'il s'en foutait qu'on soit parlementaire français. Moi, j'ai essayé de lui répondre en lui disant que ce n'était pas une manière de traiter mon pays. Quand vous répondez, en fait, vous avez ensuite des intimidations physiques. Certains soldats ont piétiné l'écharpe tricolore, voilà, pour vous dire. Mais c'est pour donner aussi
la sensation dans laquelle ils sont de pleine impunité. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune nuance diplomatique ou autre qui peut exister. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Tout le monde est au même traitement. Et même, vous allez être peut-être plus ciblé si vous êtes une figure médiatique, comme le sont par exemple Rima Hassan ou Greta Thunberg. Il y avait là, par exemple, je vous donne sur ceux qui ont été assis, l'ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, l'ancien maire de Genève en Suisse, même traitement pour tout le monde. Tout ça dure 1h15 et vous comprenez que vous arrivez dans un système qui a pour but de vous humilier, de vous intimider, de vous mettre dans une situation d'inconfort et de vous créer un choc, en gros, psychologique. Après cela, bon, vous êtes pris par un agent, vous allez faire un certain nombre de démarches photographiques, on fouille vos affaires, on va jeter certaines choses. Moi, on m'a jeté un livre qui leur déplaisait à la poubelle. On va jeter votre kéfier. Je me perds bien, c'était quel livre? C'était un livre de Sophie Bessis qui s'appelle « La civilisation judéo-chrétienne », qui est une chercheuse. Un livre très intéressant que je recommande par ailleurs. Voilà. Et donc, vous avez déjà cette première séquence qui, je pense, nous a tous marqués parce que vous arrivez exténués et boum, on vous met dans ce cadre-là et vous comprenez que ça va être ça pendant plusieurs jours. Alors, j'écoute votre témoignage. Ce qui est assez fou, c'est que tout ça, ce kidnapping, cette interception, vous le saviez que ça allait arriver. Donc, l'équipage le savait, les élus français le savaient, le gouvernement. Et d'ailleurs, notre journaliste, André Manivid, qui est parti sur un des bateaux de la flottille, avait enregistré une vidéo justement pour prévenir de son arrestation. Écoutez-le. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis retenu par l'armée israélienne. J'ai embarqué à bord d'une flottille qui avait pour but de joindre Gaza depuis la Sicile. J'étais dans ce bateau en tant que journaliste qui couvrait l'action de citoyens et de politiques qui ont tenté de rejoindre la Palestine et de contrer le blocus israélien. Israël contrôle l'information, empêche ou tue les journalistes qui tentent d'informer. Nous avons donc dû passer par la voie maritime pour tenter d'entrer à Gaza et montrer ce qui se passe. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est que l'armée israélienne a décidé de nous arrêter. Nous avons besoin de votre soutien et de votre pression pour nous libérer. Suivez le média et à très vite. On vient d'écouter André Manivid. Je pense que ce qui va lui arriver, c'est ce qui vous est arrivé, parce que moi, alors le Quai d'Orsay ne répond pas. D'ailleurs, notre journaliste Lisa Lapp essaye depuis hier soir de les appeler. Voilà, ils ne répondent pas. Il y a par contre le ministère danois des Affaires étrangères, parce qu'il y avait beaucoup de Danois sur le bateau, qui a accepté de répondre. Et les membres de l'équipage vont de Ashdod, justement où vous étiez, à la prison de Ketziot dans le désert de Negev. Donc je pense qu'ils sont en route pour aller en détention. On va revenir à votre témoignage. Donc vous m'expliquez que vous étiez donc sur le port, assis, pendant 1h15. Qu'est-ce qui s'est passé après? Là, il était à peu près, je pense qu'on commence à passer les strates administratives. Vous allez devant une sorte d'officier judiciaire. Il faut imaginer qu'on est 400 à 500 volontaires. Donc c'est si vous voulez, il y a du monde partout. Il y a des files d'attente qui peuvent être très longues. Les avocates qui sont sur place et que je tiens à remercier font leur possible. Mais si l'officier judiciaire peut vous faire signer ce qu'il a envie de vous faire signer sans avocate, il ne va pas se gêner. Moi, par exemple, je n'avais pas d'avocate sur le moment puisque celle dont j'avais les coordonnées, il refusait que je l'appelle. Oui, donc vous aviez contact avec personne? Des contacts, on avait juste si vous voulez, on avait noté sur nos bras le numéro d'avocat, puisqu'il vous enlève tous les éléments qui peuvent vous faire retenir un numéro et autres. Il se trouve qu'heureusement, il y avait ces avocates qui étaient là pour nous rappeler nos droits. Et là, vous commencez à rentrer dans un autre style d'intimidation qui est vous refusez de signer, parce qu'ils veulent vous faire signer un papier comme quoi vous êtes entré illégalement en Israël. On s'est fait arrêter en eau internationale, qu'on voulait aller à Gaza, donc ce n'est pas Israël. Et si vous voulez, c'est la pression là-dessus. Et c'est la menace que si vous ne signez pas, vous allez vous retrouver juste devant un juge criminel après et avoir jusqu'à 3 mois, 4 mois, 5 mois d'incarcération. Donc ça, on était aussi préparé, on savait que ça allait se passer. Vous passez toutes ces strates et puis arrive le moment où vous allez dans ce que j'appellerais le camion prison. Donc on vous enlève tous vos vêtements, on vous laisse en t-shirt, en pantalon. On vous coupe vos lacets, vos chaussures. Et là, vous partez dans le camion prison qui fait, je dirais,
14 places, 15 places, vous êtes souvent 17, 18, 9 mètres carrés. Et on est parti à ce moment-là pour la prison, dans le désert. Donc, c'était en pleine nuit. Je pense qu'on est parti vers 1h, 2h du matin, qu'on est arrivé vers 5h, 6h du matin. C'est le moment où vous commencez à ne plus avoir aussi de notion exactement des horaires. Déjà, sur les bateaux, il faut bien comprendre que ça faisait plusieurs nuits qu'on attendait des attaques. On ne s'attendait pas à arriver aussi proche de Gaza et du but. Donc, on est tous exténués à ce moment-là et on arrive au petit matin à la prison. Et de là, donc vous avez refusé de signer le papier? Oui, bien ça oui, tout le monde, tous ceux qui étaient là avaient refusé de signer quelques papiers que ce soit. Donc, ils vous mettent en détention, j'imagine. Ils nous mettent en détention. Vous avez, donc au début, vous rentrez dans des cellules qui font 8 places. Vous avez une toilette pour 8 avec un lavabo. Très vite, il va y avoir de la suroccupation. C'est-à-dire, au début, vous êtes 8. Puis, moi, j'ai été jusqu'à une cellule où on était 18 pour 8 places. Donc, des matelas au sol, vous dormez par terre et autres. Et puis, va commencer ce que j'appellerais les séances d'intimidation, ou en tout cas de pression psychologique. Tous ces jours, vous n'avez... Qui a duré combien de temps, je me permets? 5 jours à peu 5 jours près. de Moi, détention. je compte à partir du moment où on a été intercepté sur le bateau, où on était en détention puisque fait prisonnier. Donc sans nouvelles de personne, hein. Ni pas de vos avocats en tout cas. Durant tous ces jours, je n'aurais vu aucun avocat, aucun docteur, aucune sortie, aucune douche. Voilà, vous n'avez aucun de ces droits qui n'est assuré. L'enjeu du docteur est très important et va expliquer ensuite l'épisode que je vais vous raconter. C'est qu'on a parmi nous, on est à des dizaines et des dizaines de volontaires dans un corridor par cellule. Et on a parmi nous des gens qui ont besoin de traitements médicaux, notamment des militants, parce qu'on est entre... Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc moi, en l'occurrence, des militants écossais, irlandais, assez âgés, plus de 70 ans, qui ont besoin de médecine et notamment d'insuline. Et donc, très vite, il va y avoir une revendication et une demande vis-à-vis des gardiens à ce qu'on puisse avoir accès à nos médicaments qui sont dans les sacs en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin forcément d'aller chercher à l'extérieur des médicaments. Et on a un refus. On nous dit le docteur, ce sera demain ou c'est dans 10 minutes, mais on nous ment. Et en fait, on verra donc, pas de soins pendant 5 jours. On verra jamais de soins. Donc, il y a très vite des revendications qui se mettent en place dans le corridor pour demander bien sûr des médicaments. Vous savez, quand vous êtes tous ensemble, que vous êtes emprisonnés, qu'est-ce qui se passe? Vous chantez pour vous donner du courage ou de la mobilisation. Et dès le premier soir, ce qui va se passer, c'est que dans mon corridor, ils décident de faire un exemple avec 2 cellules, dont la mienne. Donc, vous avez nous, c'est arrivé vers 22h, un commando de soldats qui rentre, qui vous pointe les fusils dessus, qui charge les fusils, qui vous mettent dans le viseur avec les chiens, qui vous disent d'abord de mettre les mains en l'air, puis ensuite le ventre, enfin d'être à terre, les mains derrière. Et tout ça alors que vous êtes déjà en détention. Oui, bien sûr. Les menottes. Donc là, ils serrent les menottes d'une manière très, très forte. Et durant le transfert, donc ils vont nous sortir de la cellule. Durant le transfert, moi, j'ai par exemple un soldat qui me demande « You say free Palestine, you say free Palestine » et qui essaye en même temps de me briser les poignets durant le transfert. Ça ne dure pas longtemps, si vous voulez. Le transfert, il va durer 1 minute. Mais c'est 1 minute qui sont très longues quand vous avez quelqu'un qui vous fait une pression sur les poignets avec des menottes très serrées. J'ai vraiment pensé qu'il allait aller au bout de la chose. Après, ils nous ont mis dehors avec les menottes toujours très serrées où on est resté durant 1h30 à peu près. Il y avait parmi nous 3 personnes âgées dont 2 ont failli s'évanouir parce qu'ils les ont menottés jusqu'au sang. Autant certains ont réussi à trouver du jeu dans leurs menottes, autant d'autres non. Et ensuite, nous avons été rapatriés dans une autre cellule avec les camarades d'une autre cellule qui avaient été punis aussi collectivement. Et on s'est retrouvés à 18 dans une cellule de 8. Il était à peu près, désormais, je dirais 2h du matin. Et ils nous ont réveillés à 5h du matin pour nous retransférer dans un autre corridor. Voilà, vous avez un petit peu ce style, comment dirais-je, d'exemple. D'autres cellules l'ont vécu, évidemment. C'est des intimidations, c'est de la pression comme ça. Et tout est fait, en fait, pour vous empêcher d'avoir 4 heures de sommeil en continu. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois vous réveiller
2 fois par nuit. Privation de sommeil, privation c'est de la torture. Hein. Et on va casser les groupes. C'est-à-dire, moi, en peu de jours, j'ai fait 4 cellules différentes pour éviter que vous tissiez aussi des liens. Bon, nous, on n'avait pas de problème à tisser des liens. On était tous là pour la même raison. On avait eu les mêmes expériences de navigation. Et il y avait une solidarité très importante. Monsieur Picmal, qu'est-ce qui s'est passé pour votre cargaison? Les médicaments, les béquilles, le lait infantile? Impossible de le savoir. Je ne sais pas tout ce que c'était d'humanitaire est devenu. Je n'ai en tout cas, moi, aucune confiance dans le gouvernement israélien pour espérer qu'elle ait été acheminée à Gaza. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, impossible de le savoir. Donc, vous n'avez pas de nouvelles ni des bateaux de la flottille, ni de la cargaison. Non. Tout ça est aux mains d'Israël, donc l'État génocidaire. Autre question, donc, vous n'avez pas eu de nouvelles de vos avocats, c'était très difficile. Et au niveau du Quai d'Orsay de l'État français, parce que je rappelle que vous êtes député de la France insoumise, vous êtes un parlementaire français qui a été élu par les... En fait, on a vu le consul assez rapidement, qui a pris bonne note de ce qu'on lui disait. Mais bon, je pense que le problème, c'est que vient d'en haut, c'est-à-dire le consul, c'est une chose. Mais s'il n'y a pas une orientation politique, s'il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères, un président, un Premier ministre, qui à un moment, comme l'Espagne, met un peu les points sur les i vis-à-vis d'Israël et de Netanyahou, bon, le consul, il peut juste faire les affaires courantes, entre guillemets. Donc, j'en attendais pas énormément. Et de toute façon, en prison... De la France. Mais après, excusez-moi, mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe. L'État français a quand même reconnu l'État de la Palestine il y a quelques semaines de cela. J'imaginais que ça allait changer quelque chose, au moins avoir plus de marge de manœuvre pour faire pression pour libérer les Français. Je pense que la seule chose dont moi j'ai noté que ça changeait quelque chose, c'est que les soldats israéliens ou les gens avec qui j'ai pu essayer de dire « je suis député français », pour eux, c'est renvoyer à un État qui, pour eux, est un État ennemi. Okay. Reconnaître l'État de Palestine, aujourd'hui, on en est là en Israël. Dire Free Palestine, c'est un crime en Israël. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation-là. Et donc, à un moment, M. Macron, reconnaître l'État de Palestine, c'est très bien. On aurait dû le faire depuis des décennies. Mais ce qu'il faut surtout, c'est s'assurer qu'il puisse y avoir des personnes, des Palestiniennes et des Palestiniens, qui puissent vivre en Palestine. Et à l'heure actuelle, avec le génocide qui est en cours, on peut craindre, hélas, que ce soit de moins en moins le cas. Alors, vous étiez à bord de cette flottille. Il y avait des parlementaires, des députés, il y avait des artistes, des militants. Quel était le profil des gens qui étaient sur les bateaux? Alors, il y avait 45 nationalités et il y avait des gens de partout dans le monde, de tous les continents. Il y avait des gens très jeunes, il y avait des gens très âgés. Il n'y avait pas un profil type. C'était vraiment... Et c'est aussi ce qui a fait, je pense, la beauté, la force de cette flottille. C'est que c'était vraiment des gens de tous horizons qui, par contre, avaient quelque chose en commun qui les réunissait au-delà de leurs différences de culture, de pratiques politiques, d'appréhension des choses. C'était leur devoir d'humanité. Et ce devoir d'humanité de dire il y a quelque chose à Gaza qui se passe qu'on ne peut pas supporter. Et nous, à notre humble niveau, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Il y avait, vous avez des moments quand même qui sont poignants parce qu'ils vous redonnent, moi j'ai toujours foi en l'humanité, mais quand même ils vous assurent de quelque chose, c'est que vous voyez dans une cellule aussi bien des gens qui sont grecs, malaisiens, philippins, australiens, écossais, qui vont vivre ensemble. En face de ma cellule, j'avais un moment Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela. Donc vous vous retrouvez dans cette situation où vous dites je suis en prison avec un Mandela, ce qui est quand même pas banal, et je me retrouve en prison en Israël avec Mandela. Et je trouve que c'était assez signifiant de ce côté-là. Voilà. Alors, on le disait, l'État français n'a rien fait pendant toute votre détention. Est-ce que ce silence, cette inaction, c'est de la complicité de génocide? Bon, moi, je dirais que oui, en tout cas, clairement. Moi, je pense que maintenant, il faut... Je pense que j'ai entendu les premières déclarations de Greta Thunberg ce matin. Elle a raison. À un moment, ce qu'on a fait, en fait, c'est le strict minimum que peuvent faire des citoyens, des citoyennes pour essayer de briser un blocus illégal, pour dire stop au génocide. On est maintenant 2 ans après le 7 octobre, avec tout ce qui s'est passé ensuite.
tout le monde est au courant, tout le monde sait, c'est documenté, M. Macron sait, enfin tout le monde. Donc je pense qu'il n'y a plus de débat. Celles et ceux qui ne font rien sont aujourd'hui complices, directement ou indirectement, du génocide, a fortiori quand, dans notre pays, on continue à vendre des composantes militaires à Israël. Oui, parce qu'on va redonner les chiffres. C'est des chiffres qui datent de fin septembre 2025. Des chiffres de l'ONU, qui a dit qu'il y avait un génocide à Gaza, qui a également dit qu'il y avait la famine. Il y a plus de 65 000 morts recensés. Ça veut dire des gens qui ont été tués par les bombardements israéliens. Ça veut dire que dans ces chiffres, on ne compte pas les gens qui sont morts de famine, les gens qui sont morts parce qu'ils ont été privés de soins. Il y a également plus de 2 millions de personnes privées d'aide humanitaire. Il n'y a que 1,5% de terres agricoles qui sont intactes et cultivables. Et il y a 92% d'habitations qui ont été rasées ou détruites. Il n'y a plus rien à Gaza aujourd'hui. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Enfin, moi, c'est souvent, une fois qu'on a dit ces chiffres, qu'on voit les images, en fait, on est dans l'indicible quelque part de l'horreur et de la monstruosité. Mais vous disiez avoir foi en l'humanité. Oui, parce que je pense que cette flottille, ça rassemble des gens qui viennent de partout, partout sur Terre et qui montrent qu'en fait, de l'espoir est possible et surtout, il y a un mot et une expression qui est revenue, c'est la solidarité internationale. C'est-à-dire souvent, c'est quelque chose qu'on peut évoquer parfois de manière peut-être un peu évanescente, mais là, c'était concret. C'est-à-dire comment on se met ensemble avec les difficultés inhérentes à créer une flottille comme celle-là et autres, et comment on agit ensemble. Et je pense que ça a été, c'est quelque chose, à mon avis, de très important. Et puis, toutes les mobilisations qu'il y a eu aussi sur Terre. Moi, quand je suis revenu, j'ai été vraiment surpris, agréablement, étonné de voir tout ce qu'il y avait pu y avoir pour demander notre libération, que ce soit en France ou ailleurs. J'ai des centaines de messages de gens. Et je sens bien que là, on touche à quelque chose. Ce que nous dit Gaza de l'humanité, c'est une question aussi de civilisation, c'est-à-dire dans quel monde futur nous voulons vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où il y a un Gaza et des futurs Gaza et où on laisse faire en toute impunité, ou est-ce qu'on veut vivre dans un monde où il n'y aura plus jamais de Gaza qui sera génocidé et où les Palestiniennes et les Palestiniens pourront vivre en paix sur leur terre? Alors, vous avez eu des nouvelles, des militants, des encouragements. Et au niveau des élus, à part des Insoumis, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Alors, honnêtement, j'ai pas eu... Il y a des élus, bien sûr, locaux, nationaux, qui nous ont soutenus, que ce soit Insoumis, écologistes. Moi, je suis rentré hier à l'Assemblée. J'ai une collègue socialiste qui m'a félicité, même une collègue macroniste. Donc, en fait, je pense que tout le monde est en train de se rendre compte. On peut avoir un peu d'espoir, alors. Non, mais je pense qu'il y a, à mon avis, il n'y a plus vraiment de sujet en vérité pour celles et ceux qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas voir. C'est qu'ils ont décidé de choisir clairement leur camp et qu'ils n'en bougeront pas. Ce qui me donne aussi de l'espoir, c'est moi, j'étais en Grèce avant de partir. C'est de voir comment, dans d'autres pays que la France, il n'y a pas de débat. Oui. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, il n'y a qu'en France où on a une petite élite politico-médiatique qui continue à essayer de trouver des justifications à ce qui se passe à Gaza. Il n'y a pas de débat en Grèce. Vous avez un commerce sur deux qui a quasiment une affiche de soutien à la population palestinienne. Il n'y a pas de débat en Espagne. Il n'y a pas de débat en Italie. Et donc, ça montre bien qu'il y a un problème spécifique en France et dans d'autres pays qui reste à régler. Alors justement, M. Picmal, vous parlez de la Grèce. Sur place, en tout cas, il n'y a pas de débat. Vous le disiez, tous les commerces, la quasi-totalité des commerces affichent leur solidarité pour la Palestine et ça ne dérange personne. Les Grecs aussi qui sont les seuls à avoir aidé la flottille. Écoutez Andrei Manivit à ce sujet. Des informations de la flottille et de la traversée. On avance, on approche très rapidement de Gaza. Hier, le Conscience nous a rejoint, ce bateau qui contient de l'aide alimentaire et médicale pour les Gazaouis et surtout composé de médecins et de journalistes. Celui-ci fait partie maintenant de la flottille. On va continuer, on va faire le trajet avec lui jusqu'au bout. Il faut savoir que hier, dans la journée aussi, on a été escorté par un bateau grec, des gardes-côtes grecs, qui au début de la journée nous avait simplement fait un contrôle de routine et à la fin de la journée est venu
retrouvé, il nous a demandé si on avait besoin de quoi que ce soit, de l'aide, si on avait besoin d'aide, etc., d'une quelconque aide en tous les cas. Et voilà pour les actualités des jours précédents. Aujourd'hui, la flottille ainsi que Conscience ont été survolés par un premier avion ce matin, avion militaire israélien, information qui a été confirmée par le back-office de la Southern Madinah to Gaza. Et il y a quelques minutes de cela, un drone survolait la flottille. Impossible de savoir quel type de drone c'était, d'où il venait. Il était grand cependant, il s'apparentait à un drone de combat. Mais il a survolé pendant plusieurs minutes la flottille. Et voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. On va surveiller l'activité aérienne et même l'activité navale durant la nuit, parce que c'est durant la nuit aussi que beaucoup de choses se passent. Avant, c'était les drones Frontex qu'on voyait beaucoup dans le ciel. Peut-être qu'on verra d'autres choses ce soir. On vous tient au courant. On le voit, André nous le confirme, hein. Il n'y a que les Grecs, finalement, en tout cas, qui ont fait preuve de courage. Enfin, l'Espagne aussi, mais la France est un peu absente. Oui, la France est totalement absente. Mais elle s'isole, du coup. Elle s'isole. En tout cas, non, pour moi, elle est en dessous de tout. Là, sur ce qui s'est passé au niveau de la flottille, l'espoir qu'on a eu à un moment, c'est qu'on a vu l'Italie, l'Espagne dire on envoie des navires. Si ça avait suivi au niveau de la France, que d'autres pays européens... L'Italie de Meloni. L'Italie de Meloni, qui avait la pression populaire, qui l'a contrainte un petit peu à aller vers là. Si on avait eu d'autres pays européens qui s'étaient engagés à dire nous, on veut que cette flottille qui est dans les eaux internationales, qui va acheminer de l'aide humanitaire à Gaza, aille sous bonne escorte, qu'on avait eu des bateaux, par exemple, de chaque pays européen, imaginons. Aujourd'hui, il y aurait peut-être un corridor humanitaire à Gaza. Au lieu de quoi, aujourd'hui, c'est le statu quo. On a toujours la famine, vous en avez parlé, qui ravage Gaza. Et tout ça est très malheureux, effectivement, l'État français, parce que je pense que le peuple français, lui, est de plus en plus en train de se rendre compte et se mobilise pour que cela cesse. Et ce plan de paix américain dont on nous parle depuis quelques jours, est-ce qu'on peut un peu y croire ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des négociations qui sont en cours. Tout ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, c'est que si ça peut faire cesser le génocide à Gaza et acheminer de l'aide humanitaire, il faut avancer dessus. Maintenant, il y a un problème dans ce plan de paix qu'on voit arriver directement, c'est qu'il n'est jamais question de l'autodétermination du peuple palestinien et du fait qu'il puisse vivre sur sa terre. Donc moi, je trouve ça très précaire, entre guillemets, mais je pense qu'il faut rester prudent et qu'à l'heure actuelle, tous les espoirs et toutes les mains sont bonnes à prendre pour faire cesser le génocide à Gaza. Alors, Monsieur Picmel, avant de terminer cette émission, je le disais, vous êtes parlementaire français, on est obligé de parler de la séquence politique. Alors, échec de la politique internationale d'Emmanuel Macron au niveau de Gaza, mais échec également au niveau de la politique nationale. Sébastien Lecornu lui a remis sa démission, on vient de l'apprendre, hein. Il y a le PS, il y a quelques... Là, vous l'avez appris là. Oui, il y a que le... il l'avait déjà... Oui, non, je viens d'apprendre que le PS a été reçu tout à l'heure par Sébastien Lecornu. Et Olivier Faure, hein, le patron des socialistes, a dit qu'il n'avait aucune assurance sur la réalité de la suspension de la réforme des retraites. Ça veut dire qu'apparemment, il y croit encore. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous étiez dans les eaux internationales, hein, vous êtes revenu, c'était un peu le cafouillage au niveau politique national, mais quel regard vous avez ? C'est vrai que je suis parti il y a un mois et qu'un mois après, on est toujours dans ce capharnaüm, voire pire, et qu'il n'y a qu'une solution qui s'impose rationnellement. C'est qu'Emmanuel Macron démissionne et qu'il y ait des présidentielles anticipées. Parce nous, on n'a pas peur de faire des législatives. Mais ce qui risque de se passer, c'est que vous n'ayez pas plus de majorité absolue à l'issue de celle-ci. Et puis, quand bien même, il y a quand même le doute que M. Macron ne respecte même pas le résultat des législatives. Donc, voilà. Donc, je pense que depuis 2024, il a décidé d'une dissolution. Et on est dans la crise du fait qu'il n'a pas respecté le résultat de cette dissolution. Donc là, il va réessayer du coup. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Qui sait ce que M. Macron a dans la tête ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais le mieux, c'est qu'il s'en aille maintenant. Il faut qu'il parte, M. Macron. Voilà, je pense que maintenant, vous en avez... S'il me regarde, M. Macron, vous en avez assez fait. Regardez dans quel état vous avez mis le pays. Un peu de dignité, partez, voilà, qu'il y ait des élections.
il y a des programmes et les Françaises et les Français tranchent l'orientation qu'ils veulent. Hein. C'est la démocratie. En tout cas, nos petits doigts nous le disent. Apparemment, il y aurait une dissolution à prévoir dans quelques semaines. Donc, c'est une affaire à suivre. Avant de vous quitter, Monsieur Pikman, on va rediffuser la vidéo d'André Manivit. Je rappelle qu'il a été intercepté hier soir dans les eaux internationales alors qu'il se trouvait à 200 km de Gaza. Cette interception, bien évidemment, il savait que ça allait arriver. Il a d'ailleurs enregistré une vidéo en ce sens il y a quelques jours. Regardez. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis retenu par l'armée israélienne. J'ai embarqué à bord d'une flottille qui avait pour but de joindre Gaza depuis la Sicile. J'étais dans ce bateau en tant que journaliste qui couvrait l'action de citoyens et de politiques qui ont tenté de rejoindre la Palestine et de contrer le blocus israélien. Israël contrôle l'information, empêche ou tue les journalistes qui tentent d'informer. Nous avons donc dû passer par la voie maritime pour tenter d'entrer à Gaza et montrer ce qui se passe. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est que l'armée israélienne a décidé de nous arrêter. Nous avons besoin de votre soutien et de votre pression pour nous libérer. Suivez le média et à très vite. Il y a une manifestation, ce soir, une manifestation de soutien pour demander la libération d'André, mais également de tous les autres personnes qui étaient à bord des bateaux de la flottille, des artistes, des parlementaires, des militants. Le média sera à cette manifestation. Rendez-vous ce soir à 18h30, place de la République. Monsieur Pikman, vous y serez aussi? Bien sûr, j'y serai, évidemment. Et après, je rentrerai à Toulouse en fin de semaine. Voilà. Merci en tout cas à vous. Et à Toulouse, d'ailleurs, je tiens à dire à tout le monde, s'il y a des Toulousaines et des Toulousains qui nous écoutent, on fait une réunion publique le mardi 14 octobre. Donc ce mardi, ce sera à 20h, salle de Barcelone. Et j'y parlerai plus longuement de ce qu'on a vécu et de ce qui se passe à Gaza. En tout cas, merci et reposez-vous bien. Merci.